Bonjour, à tous et à toutes. Bienvenue à cette, 1re conférence CREGES de l'année. Mon nom est Karine Ohayon, je suis coordonnatrice en transfert de connaissances au CREGES et je suis accompagnée de ma collègue Noémie Couture. Salut Noémie. OK, alors nous vous souhaitons une bonne année. Je pense que c'est encore le temps de vous souhaiter une bonne année, même si on est le 20, mais je prends l'occasion de le faire et on est vraiment, vraiment heureux d'accueillir professeur Marchand aujourd'hui pour cette première conférence. Les femmes aînées aux prises avec la violence conjugale, que savons-nous? Un état des connaissances sur la problématique avec et Madame professeur Marchand est une de nos nouvelles chercheurs au CREGES et nous sommes vraiment contentes de l'accueillir. Elle est professeure régulière en travail social à l'Université du Québec en Outaouais, au campus de Saint-Jérôme. Elle enseigne dans le champ d'intervention collective et du développement des communautés. Elle est également directrice scientifique du laboratoire Vivant Maillage, Vieillir dans les Laurentides. Dans une perspective interdisciplinaire, ces champs d'intérêt se regroupent sous 3 axes. Premièrement, les enjeux liés à l'inclusion et l'exclusion des personnes aînées. Deuxièmement, les violences basées sur le genre dans l'avancée en âge. Et troisièmement, les approches d'innovation territoriale en intervention collective, intersectionnelle et féministe. Parlant du projet, on est vraiment contente qu'elle ait accepté de nous partager son projet. Parlant du projet, voici une petite description de la conférence d'aujourd'hui. Elle présentera les travaux réalisés en collaboration avec le MSSS, avec le ministre des Affaires, de la Santé et des Services sociaux. Elle explorera les résultats d'une recension des écrits, d'une revue de portée des connaissances, Scoping Review, sur les problématiques de la violence conjugale chez les femmes vieillissantes et celles désignées comme aînées. Elle partagera également les principaux constats tirés de ses recherches et terminera en présentant 2 outils développés avec le MSSS destinés aux intervenantes du réseau de la santé et des services sociaux. Maintenant, petit, rappel technique, on aura, une période de questions à la fin de la conférence. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la conférence pour pas les oublier si vous voulez, dans la section Q&A ou Q&R en bas de votre écran Zoom et lors de la période de questions, on va les poser à professeur Marchand. Aussi, si vous pouvez nous dire, votre poste, ça nous aidera à contextualiser la question, puis aidera professeur Marchand à mieux répondre à votre question. Hem Aussi, vous allez recevoir votre attestation de participation, l'enregistrement de la conférence et les, ressources additionnelles, par courriel dans la semaine qui suit, dans à peu près 7 jours. Vous recevrez un courriel et puis c'est ça. Si vous avez des questions qui ne sont pas adressées à professeur Marchand, vous pouvez les écrire dans le chat. Noémie ou moi, pourrons les répondre tout au long de la conférence. Sinon, on vous laisse, présenter, on laisse professeur Marchand présenter cette conférence et je vous laisse la parole. Merci à tous d'être, présents, puis, bonne conférence professeur Marchand. Merci, merci pour l'accueil. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, même si je ne vous vois pas. Je crois que le nombre de participants, participantes témoigne là, de l'intérêt pour ce sujet. Alors, je suis d'autant plus honorée d'être parmi vous. Euh, Peut-être quelques mots là, avant de démarrer la présentation pour contextualiser en fait ces travaux. Vous l'avez nommé, les présentatrices, sur le fait que ça s'inscrit là, dans le cadre là, des travaux menés avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, notamment dans le cadre du plan d'action en matière de violence conjugale, violence faite aux femmes et notamment une mesure particulière là, qui s'adressait aux femmes aînées. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a débuté avec moi-même et ma collègue Kim Dubé, qui est signataire aussi de cette présentation, ces travaux de recension d'écrits, revue de portée de connaissances, qui a mené là, à la production, en fait, d'un outil de sensibilisation pour le personnel intervenant, notamment en CIS et en SUS, mais aussi plus largement et également de la formation, là, un module de formation qui a été mis sur ENA. Je reparlerai à la fin de la présentation. Donc, voilà, je vais vous partager ma présentation. Oups.
pas très long, évidemment. Voilà. Voilà. Vous voyez bien mon écran, Oui, c'est bon. j'imagine? Sinon, je je Non, vais non, c'est bon, on voit l'écran. parfait. Oui, parfait. Voilà. Alors, le plan de la présentation, ben, rapidement, donc, quelques retours sur des définitions pour vous présenter là, ce qu'on entend par maltraitance, violence conjugale. J'imagine qu'il y a plusieurs d'entre vous qui êtes peut-être probablement répondants en maltraitance, répondante maltraitance. Donc, c'est des définitions que vous connaissez bien, mais juste pour mettre les deux en perspective. Et par la suite, on va se concentrer sur la question des femmes aînées, comme l'énonce le titre, et la violence conjugale, les grands constats sur la problématique, les freins au dévoilement et la demande d'aide, les facteurs qui favorisent le dévoilement et la demande d'aide, et quelques implications là, sur le plan de l'intervention. Alors, la distinction entre la maltraitance et la violence conjugale, donc, ce sont les définitions là, qui sont connues. Vous les connaissez certainement, comme j'ai évoqué. Donc, il y a une maltraitance quand il y a une attitude, une parole, un geste ou un défaut d'action approprié, singulier ou répétitif qui se produit là, dans le cadre d'une relation avec une personne, une collectivité ou une organisation où il devrait y avoir, pardon, de la confiance et que ce bris, en fait, de confiance cause intentionnellement ou non du tort ou de la détresse chez une personne adulte. Donc, vous avez différentes formes de maltraitance que vous connaissez aussi probablement. Je n'entrerai pas dans les détails ici. Alors, en ce qui concerne la violence conjugale, eh bien, en fait, la violence, là, donc, comprend les agressions, différents types d'agressions psychologiques, verbales, physiques, sexuelles, ainsi que les actes de domination sur différents plans, par exemple le plan économique. Mais ça ne résulte pas d'une perte de contrôle. On le répète souvent. Au contraire, donc, ça constitue un moyen qui est choisi, une pratique qui est choisie pour affirmer son pouvoir sur une personne partenaire. Donc, ça peut être vécu à tous les âges de la vie, dans une relation maritale, extramaritale, ce qu'on appelle beaucoup maintenant la violence postconjugale, ou la violence dans les relations intimes, et ça, à tous les âges de la vie. Donc, quelques encore distinctions à partir de ces violences. Donc, la maltraitance, donc, il peut s'agir d'un geste qui est singulier ou répétitif, alors que je vais faire tout de suite le pendant avec la violence conjugale, qui, elle, en fait, elle est récurrente. Elle se produit dans le cadre de cycles. Plusieurs chercheurs en études féministes là, ont théorisé ce cycle de la violence conjugale depuis des décennies. Et ce cycle, en fait, dans l'avancée, dans le temps qui avance dans la relation, le cycle tend à se raccourcir et c'est là que s'installe là, la dangerosité avec le temps. Donc, on est vraiment dans ce caractère aussi intentionnel de récurrence de gestes visant à contrôler une autre personne. Donc, la maltraitance, quant à elle, elle peut être intentionnelle ou pas. Comme je le disais, donc la violence conjugale, elle, est toujours intentionnelle, donc ce n'est pas une perte de contrôle, mais comme l'évoque la définition, plutôt une prise de contrôle sur la personne partenaire. Et ça se fait avec différentes formes de violence. Et bien sûr, là, avec ces différentes formes de violence peuvent s'imbriquer. Par exemple, on peut utiliser de la violence conjugale physique, la violence à caractère sexuel, etc., pour maintenir la personne dans une situation de domination. Donc, la maltraitance, elle se produit, quant à elle, dans toute relation, il devrait y avoir un lien de confiance, une personne membre de la famille, par exemple, euh, autre que le conjoint. Ça peut être aussi en milieu institutionnel, bien sûr, ou ça peut être aussi le conjoint là, dans différents contextes. Là, on aura l'occasion d'en reparler dans le cadre de cette conférence. L'AGIS, c'est aussi une forme de maltraitance. Alors que du côté de la violence conjugale, la personne agresseur, c'est la personne partenaire dans cette relation intime, amoureuse, conjugale avec la victime. Donc là, il n'y a pas de possibilité, c'est toujours la personne avec laquelle on partage une relation intime. L'AGIS, au contraire de la maltraitance, s'inscrit quant à elle dans un obstacle au dépistage de la violence conjugale pour les femmes aînées.
Donc, à cet égard-là, en fait, de traiter de la violence conjugale comme une forme de maltraitance pose plusieurs problèmes parce qu'on vient occulter, en fait, le rapport de genre ici, le rapport de pouvoir là, basé sur le genre entre deux personnes partenaires. Donc, évoquer la maltraitance, on vient fermer les yeux sur cette relation de pouvoir, en quelque sorte, et ça efface aussi l'intersection qui existe entre le sexisme et l'agisme. Par conséquent, dans l'intervention, ben, la violence qui est vécue par les femmes aînées, elle devient visible et la réponse en intervention peut ne pas être la plus adéquate aussi quand on confond les deux problématiques. Donc, je vais y aller rapidement sur, on a évoqué en introduction qu'il s'agissait d'une revue de portée de connaissances, donc scoping review en anglais. Donc, il s'agit d'une question qu'on a posée à la littérature entourant, en fait, qu'est-ce qu'on sait sur la demande d'aide ou le dévoilement. Donc, on a aussi inclus pour faire un tour d'horizon, là, une recension de type parapluie ici, les méta-analyses. Qui était disponible depuis les 20-30 dernières années pour avoir aussi ce portrait-là, mais en s'assurant, ce qui nous intéressait aussi, c'est vraiment cette idée de la demande d'aide ou en fait seulement le dévoilement. Donc, pas nécessairement le fait de signaler à une autorité quelconque, mais seulement de dévoiler la violence qui est vécue. Donc, bien sûr, vous voyez les critères d'exclusion. Les études qui parlaient de violence familiale ont été exclues et de maltraitance s'ils n'abordaient pas la question de la violence entre deux personnes ou dans les relations intimes ou conjugales. Je vais aussi rapidement, on repassera si vous avez des questions. C'est des banques de données qui ont été consultées, le temps file. Alors, c'est le schéma là, qui est le plus souvent utilisé dans les recensions d'écrits, dans les scoping reviews, justement pour étayer la méthodologie. Donc, vous voyez, on est parti avec plus de 2000 quelques d'articles qui ont été identifiés et tout ça s'est rétréci là, en enlevant les études, les répliques, en fait, les documents qui sont en double et ensuite en raffinant aussi nos critères selon en raffinant, pardon, l'étude de cette banque de données avec nos critères pour arriver finalement avec 26 études qui ont été lues, étudiées, dont on a extrait des données pour avoir cette revue de portée des connaissances. Alors, quelques données générales sur la question sur la problématique. En fait, on a de la difficulté à bien examiner, bien saisir la prévalence en ce qui concerne les femmes aînées. D'une part, parce que les études qui sont faites, la plupart, un grand pan d'études, focalisent sur les populations féminines âgées entre 15 et 49 ans. On a aussi de la difficulté à estimer cette prévalence-là parce que peu d'études, en fait, les études ne s'accordent pas nécessairement sur l'absence de définition, en fait, à partir de l'âge à partir duquel on devient une femme aînée. Certaines études on peut devenir, comme je dis souvent à la blague, on devient vieux et vieille à partir de 50 ans. D'autres études estiment que c'est à partir de 60 ans. Bon, il y a différentes hypothèses qui pourraient expliquer là, le fait qu'on considère en fait aînée une population qui, statistiquement parlant, ne l'est pas encore. Au Canada, on devient aîné à partir de 65 ans. Donc, notamment en raison du vieillissement accéléré là, qu'engendre la problématique de la violence conjugale. Aussi, les études n'utilisent pas les mêmes termes. On va parler beaucoup d'odor abuse, donc le terme abuse, qui parfois abuse dans le cadre de relations intimes et abus dans un cadre familial. Donc, il a fallu vraiment bien s'assurer de départager la littérature en ce qui concerne la littérature anglophone et avec ces termes, alors qu'en français, on utilise davantage la violence conjugale, terme qui est moins ou très peu utilisé dans la littérature anglophone. On sait aussi, malgré tout ça, que les femmes aînées sont davantage victimes de violences, d'abus, de crimes contre la personne que leur homologue masculin. On sait aussi, toujours selon des données de la sécurité publique, que les femmes rapportent davantage, les femmes aînées, de situations de violence conjugale que les hommes aînés. Et une des études là, sérieuses qu'on a, c'est une
une méta-analyse qui a été faite par Yon et al., qui recense plusieurs études. Et on sait, avec ces données-là, qu'il y a environ une femme aînée sur 7 qui est aux prises avec différentes formes de violence. Donc, quelques données, là, dans cette étude-là, on avait à peu près de 12% des femmes qui étaient victimes de violences psychologiques, suivi à peu près de 4% pour négligence, 4% pour la violence économique et un peu plus de 2% là, pour les violences sexuelles et les violences physiques qui aussi, j'y reviendrai, mais se combinent souvent. En ce qui concerne les données des femmes qui sont hébergées, hein, parce qu'il y a des femmes qui demandent de l'aide aussi, même si on sait souvent que c'est un peu la pointe de l'iceberg. Donc, les données que j'ai pour l'instant de la Fédération des maisons d'hébergement, je regardais en amont de la conférence sur leur site, je n'ai pas pu trouver là, celle de 23-24, mais en 2021-22, on sait que 4 des femmes âgées entre 60 et 70 et 1 de celles qui ont 71 ans et plus qui ont eu recours au service des maisons d'hébergement de première étape. Donc, je rappelle que les maisons d'hébergement de première étape, ce sont celles qui accueillent les femmes en situation de crise, les femmes et leurs enfants, le plus souvent en situation de crise aussi, et quand, avec des plus courts séjours, et il y a les maisons aussi de deuxième étape qui accueillent des femmes aînées. Donc, vous voyez le deuxième picot. Donc, 8 de femmes du premier groupe d'âge et 1 de femmes du deuxième groupe d'âge qui ont été accueillies dans les maisons de deuxième étape. Et les maisons d'hébergement offrent aussi les services, là, pas toutes, mais plusieurs, offrent des services aussi sans hébergement, donc des services d'intervention, soit en ligne, soit au téléphone, pour avoir différents types d'accompagnement. Donc, il y a aussi 6 des femmes et 1 de première et deuxième catégorie d'âge qui se sont prévalues de ces services d'accompagnement. Donc, quelques grands constats sur la problématique. Donc, sans surprise, on sait que les femmes aînées subissent les mêmes formes de violence que leurs cadettes, hein, qu'il s'agisse de violences psychologiques, verbales, à caractère sexuel, etc. Il n'y a pas de nouvelle forme de violence là, qui a été mise à jour dans l'avancée en âge. Le, le fait aussi qu'elles puissent, ben, bien sûr, c'est des relations là, qui s'instaurent et s'installent dans le temps. Donc, les femmes peuvent être victimes de violences conjugales dans le cadre de relations de long terme, donc plusieurs décennies, années de conjugalité. Elles peuvent être victimes aussi de violences dans le cadre de nouvelles relations. On sait aussi avec les changements sociaux, le fait on vit de plus en plus vieilles et vieux, avec les divorces, les familles recomposées, donc les nouvelles réalités familiales, on peut avoir plusieurs relations intimes et vivre en fait des différentes formes de violence dans ces relations tout au cours de la vie. Donc, il y a peu d'études, même si on sait par ailleurs que le pattern le plus commun, c'est de la violence conjugale qui est installée depuis plusieurs décennies dans une relation de couple là, de 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans, etc. On a peu d'études sur les violences sexuelles en contexte conjugal. Ça reste un sujet très, très tabou. Souvent, les femmes aînées, hein, elles sont considérées comme asexuelles, donc on a peine à croire qu'elles peuvent être victimes de violences sexuelles. Donc, c'est vraiment la forme de violence qui reste le plus tabou, qui est très difficile aussi à dévoiler. Mais souvent, en fait, cette forme de violence-là, elle est présente dès le début des manifestations. Elle va aussi s'imbriquer avec d'autres formes de violence comme de la violence psychologique ou de la violence physique. On sait aussi que le cumul des violences dans le temps engendre des grandes conséquences sur leur santé globale et c'est là, en fait, un effet le plus notoire de la violence conjugale là, qui perdure depuis des décennies parce que ça donne lieu, en fait, à une série de conséquences et ça vient amplifier, en fait, la sévérité des traumas. Donc, ça vient aussi rendre les femmes plus vulnérables sur différents plans parce que la santé, en fait, elle décline très, très rapidement. Par exemple, d'avoir fait plusieurs là, épisodes là, de la violence physique, par exemple, qui est très sévère. Donc, il peut y avoir des problématiques là, vécues au niveau de la santé physique, des différentes formes de maladies.
Ces conséquences et cette sévérité de trauma vient aussi s'imbriquer, par exemple, à d'autres formes, de vulnérabilité comme un déclin ou une perte de mobilité, comme une maladie qui survient, vient aussi, s'imbriquer parfois à une relation de proche aidance. Donc, il y a vraiment, différents facteurs là qui viennent, occasionner cette sévérité des traumas et oublions pas aussi la santé mentale. Tant la santé physique que la santé mentale aussi, qui est fortement affectée par, des décennies, en fait, de contrôle, de diminution de l'estime, de la personne, de ses capacités d'action, de ses capacités, d'agir et cetera. On sait aussi que, l'escalade de la violence, il y a différents moments dans le parcours de vie, différentes transitions qui peuvent faire en sorte que la violence va augmenter ou qu'elle va, diminuer. Par exemple, le départ des enfants est un facteur, qu'on voit qui, contribue à l'escalade de la violence parce que jusqu'ici, les enfants pouvaient, par exemple, représenter un facteur de protection, si tel était le cas dans la relation dans la relation maritale ou conjugale avant le départ des enfants de la maison. L'entrée à la retraite est une autre transition aussi qui peut aussi affecter la dynamique conjugale et en l'occurrence, s'il y a violence, la dynamique de violence conjugale parce que les 2 personnes conjointes, elles se ramassent, hors du travail rémunéré en étant le plus souvent ensemble dans la sphère, privée, dans la sphère de l'intime. Donc, l'avancée en âge aussi vient décupler, les effets nocifs des discours intériorisés. Donc, j'en parlais là, il y a 2 secondes quand j'évoquais la santé mentale. Donc, ces discours en, «Tu es une bonne à rien», «Tu ne pourras pas survivre sans moi», «Qu'est-ce que j'ai fait tant d'années auprès de toi?» Donc, bon, vous pouvez imaginer tous ces types de discours qu'on intègre, et qui vient vraiment jouer, sur, notre estime de soi et notre capacité aussi à se projeter en dehors de cette relation-là et à dévoiler. Donc, hein, c'est, nulle surprise aussi qu'il y a plusieurs, femmes âgées qui ont confié aussi, dans différentes études, avoir des idées suicidaires. Donc, il y a différents freins au dévoilement et à la demande d'aide et c'est cette portion-là aussi, là, étant, en travail social et nous intéressant aux pratiques d'intervention et à la complexité de ces situations dans différents cas d'intervention. Donc, on s'est vraiment intéressé à qu'est-ce qui freine et à l'inverse, qu'est-ce qui, contribue au dévoilement, de cette relation toxique de violence là, entre 2 personnes partenaires. Donc, les études, qu'on a recensées, plusieurs d'entre elles, présentent des résultats à partir des récits des femmes concernées et d'autres, études à partir de différents intervenants, intervenantes de première ligne. Alors ici, je vais vous, partager là, rapidement ce qui a trait au récit des femmes et ce qu'on sait qui vient des personnes professionnelles œuvrant sur le terrain, professionnels de différents ordres. Donc, sur le plan, en ce qui concerne les femmes, en ce qui concerne donc le plan socioculturel et idéologique, la violence conjugale pour plusieurs, personnes aînées, femmes aînées, reste encore une affaire de famille, hein, qui est reléguée à la sphère privée et qui, concerne encore des chicanes de couple. Donc, même si on sait que la violence est sortie, du domaine privé depuis des décennies maintenant et qu'on a des lois et que c'est criminalisé, dans plusieurs mentalités, notamment aussi des femmes, par exemple, très âgées, là, donc on est encore dans certains territoires, j'y reviendrai aussi, par exemple, en ce qui a trait donc, parfois les communautés tissées serrées ou en ruralité. Donc la violence, c'est une affaire de famille parce que aussi on partage cette vision traditionnelle du mariage et des rôles. Donc, les rôles, les attentes de genre aussi qui sont, attendues dans le cadre d'un couple. Donc, quand cette vision traditionnelle du mariage, bien sûr, elle est soutenue par des croyances religieuses et l'importance qui est accordée à l'institution du mariage. Vous vous souvenez certainement hein, de cette fameuse phrase ou d'adage, on se marie pour la vie à la mort ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas tellement loin, en fait, là, des témoignages là, de femmes aînées et de toute l'importance, en fait, de l'idéologie qui entoure, le mariage et l'importance de cet engagement dans un cadre marital. C'est aussi l'importance, en fait, de maintenir la confidentialité
dont le secret de la famille, hein. Qu'est-ce que les voisins vont passer? Qu'est-ce que le voisinage va passer si je m'en vais, si je déclare, si je quitte? Qu'est-ce que les autres, les enfants, la fratrie, la famille? Donc, c'est vraiment important pour les femmes et les femmes portent beaucoup, en fait, en elles, le poids de cette image, de projection, que l'importance, en fait, là, que, la communauté entourant, qui entoure, la famille, donc continue à avoir une bonne image de cette famille-là. Les discours sociaux aussi qui cherchent à responsabiliser ou à banaliser, la victime. Par exemple, des femmes qui cherchent les enfants, par exemple, peuvent jouer vraiment un grand rôle, responsabiliser la victime en disant, par exemple: «Ben, si tu es restée autant d'années auprès de papa, par exemple, ben, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc il ne doit pas être si pire que ça». Donc, qui est vraiment dans les témoignages de femmes ou à l'inverse, de se dire, de se responsabiliser soi-même parce que se dire: «Ben, finalement, j'ai enduré tant d'années de mariage». Donc, il y a des discours qui nous amènent: «Beh, pourquoi je partirais rendue à mon âge?» Donc des discours là qui entremêlés aussi d'âgisme qui fait que rendu à un certain âge, c'est plus possible de quitter cette relation violente. Bien sûr, sur le plan aussi, vous imaginez que sur le plan des ressources matérielles, et des ressources, financières, donc de dépendre de la personne conjointe en raison du peu de ressources personnelles qu'on a, constitue, un gros obstacle. Tout à l'heure, je parlais de femmes très âgées, de 70 ou même, du grand âge de 80 ans et plus. On se souviendra que c'est pas toutes les femmes de cette génération-là qui ont investi la sphère, du travail et même pas certaines femmes plus jeunes encore aujourd'hui non plus. Donc, sont restées vraiment dans une dynamique là, qu'on va dire ici là, plus traditionnelle, conjoint pourvoyeur et femme, épouse et femme et mère à la maison. Donc, forcément, cette dynamique engendre vraiment beaucoup de dépendance dans l'avancée en âge et ça, c'est un facteur vraiment crucial. Peu de femmes aussi sont informées, donc ça va un peu aussi, avec le fait d'avoir moins de ressources aussi, financières. Souvent aussi, on a moins de ressources, symboliques ou ressources aussi culturelles parce qu'on est vraiment resté tissé serré dans la famille. Donc peu d'informations en matière de droit, de partage de patrimoine, de divorce et cetera. Qu'est-ce qui va arriver, hein, si je quitte la maison, les enfants, c'est les droits? De dépendre aussi des soins donnés par le conjoint, qui peut être un proche aidant ou à l'inverse aussi, donner des soins à ce dernier, hein, parce qu'on se rappellera que, les femmes, le plus souvent, ne souhaitent pas nécessairement quitter la relation violente. Ce qu'elles souhaitent, c'est que la violence s'arrête. Donc, si elles sont proches aidantes, elles ont à cœur, les soins qu'elles donnent à leur conjoint. Sur le plan socio-émotionnel, bien sûr, il y a plusieurs freins aussi, comme la honte d'avoir vécu dans cette dynamique de violence conjugale pendant tant d'années, hein. Dans les témoignages qu'on a lus dans les études, il y a des femmes qui tergiversaient là, entre se sentir, et là je vais citer, je traduis, je cite, entre se sentir comme une complète idiote ou une héroïne, d'être restée dans un cadre violent aussi longtemps, d'être blâmée pour l'échec conjugal, donc revient au regard de la famille, de la fratrie, de la communauté, la peur de devoir recommencer sa vie, hein, vous imaginez partir avec le plus souvent ses maigres ressources pour refaire sa vie à 60, 65 ans, 70 et même plus. Donc, c'est pas nécessairement toutes les femmes, en fait, qu'elles sentent qu'elles ont les capacités, qu'elles ont aussi la santé, tant physique que mentale, qu'elles se sentent en état de santé et avec une force là, pour devoir refaire sa vie. Donc, ça amène beaucoup de sentiments de désespoir et d'impuissance d'être confronté à ces réalités-là et à cette conscientisation qu'on a, en fait, de notre situation et de croire, en fait, que l'aide aussi est seulement disponible pour les femmes qui sont vraiment blessées. Donc, hein, vous vous souvenez certainement, là, dans les années 70-80, on parlait des femmes battues. D Donc cette image de femme battue, elle perdure encore, dans les mentalités et les idéologies. Donc si on est victime de différentes formes de contrôle, mais sans nécessairement qu'il y ait de la violence là, physique là, avec des blessures, on pense que l'aide, n'est pas pour nous
ou seulement donc pour les femmes là, qui sont vraiment blessées. Donc, j'accélère un peu de la perception de la part des professionnels et différents intervenants, donc travailleurs social, médecins, avocats, donc différents intervenants de première ligne. Donc, pour la demande d'aide, donc les femmes aînées, ce que c'était ces professionnels, quand on les interroge, témoignent, c'est qu'elles ont de la difficulté hein, à identifier la violence conjugale qui est vécue. Puis surtout quand la violence, là, elle s'étire et elle perdure pendant des décennies. Donc, les contextes, les transitions, il y a beaucoup d'événements de vie qui font que la violence, parfois, comme je disais, peut s'atténuer, elle peut croître, elle peut être amplifiée. Donc, tout ça devient objet, en fait, de confusion pour les femmes à bien identifier si elles sont victimes de violences ou ce n'est pas des passes ou des moments dans lesquels ça va moins bien la relation ou les chicanes de couple sont plus présentes. Bien sûr, de la perception aussi des professionnels et des personnes intervenantes, on sait que les femmes aînées ayant un statut socio-économique précaire ou celles qui sont dépendantes de leur conjoint, donc sont moins enclines à déposer des plaintes officielles, donc à signaler, hein, à déposer une plainte aux policiers et d'avoir ressources aussi à des recours formels, comme par exemple des services en CLSC ou des services en maison d'hébergement, etc. Donc, notamment, comme je disais aussi, parce que on revient à croire en fait que certaines formes de violence conjugale est moins importante que d'autres. Donc, la violence psychologique, par exemple. Donc, à l'inverse, si on est victime de violence physique, là, on va être davantage incité à porter une plainte formelle au tribunal, par exemple, ou au service policier. Quelques particularités, en fait, en maison d'hébergement. Donc, on sait que les femmes aînées, en fait, hésitent à avoir recours aux services en maison d'hébergement, et ça pour différentes raisons, notamment parce que celles-ci, dans leur perception, ne sont pas toutes adaptées à leurs différents besoins. La vie en maison d'hébergement, c'est un milieu de vie qui nécessite que les personnes hébergées participent à ce milieu de vie, font des petites tâches, etc. Donc, pour certaines femmes, là, c'est difficile de participer aux tâches collectives. Elles jugent l'environnement physique, en fait, qui est non propice, par exemple, au déplacement. Il y a des femmes qui sont en situation de mobilité réduite et on sait que ce n'est pas toutes les maisons qui ont les infrastructures, en fait, qui permettent aussi d'avoir l'ensemble des maisons d'hébergement ici au Québec là, accessibles. Les médicaments, donc encore là, il y a les politiques à géométrie variable là, pour la prise de médicaments dans les maisons d'hébergement. Donc, les femmes, là, elles sont soucieuses de savoir comment ça va se passer. Elles ont peur du manque de tranquillité, surtout si c'est des enfants. Je rappelle que la majorité des femmes, pardon, des maisons d'hébergement accueillent les femmes et leurs enfants. Et comme j'évoquais, là, cette difficulté à partager aux tâches communes. Et sans oublier, en fait, le fait que plusieurs ne veulent pas laisser leurs animaux de compagnie. Et c'est ça aussi, c'est une réalité, là, notamment qui touche les territoires là, à caractère rural, ni leur communauté, ni leur environnement. En fait, elles ont peur, en ce qui concerne les animaux, que l'animal, en fait, va être tué, va être blessé parce que c'est des menaces qu'elles ont eues. C'est pas imaginaire. C'est des menaces qu'elles ont eues. Si tu pars, je vais tuer ton chien, etc. Donc, elles ont vraiment peur pour la sécurité aussi de leur animal. Et plusieurs d'entre elles, en fait, ont confié aussi dans encore les différentes études recensées, qu'elles voudraient avoir accès là, à un service de jour. Donc, la possibilité de quitter, d'avoir de l'accompagnement, d'avoir de l'information, mais sans nécessairement de quitter sa demeure, sa communauté. On voit aussi qu'il y a un manque de sensibilisation et de formation de plusieurs professionnels intervenants. La violence conjugale, ça reste que c'est souvent des formations sporadiques ou ponctuelles, spécifiques qu'on va chercher quand on est une personne intervenante de première ligne. Pour certains médecins de famille qui ont été interrogés, le dépistage de la violence conjugale, en fait, semblait plutôt être une formalité qu'un vraiment un désir de vouloir aider la personne. Et notamment parce qu'en fait, on se dit euh, que la femme, elle doit connaître les ressources. Hein. On prend acquis que si elle est victime de violence conjugale, ben, en plus qu'elle est aînée, ben, ça veut dire que finalement, elle veut rester là. Donc, on ne prend pas nécessairement le temps d'aller faire ce dépistage et poser des questions là, aux personnes concernées.
Le plus souvent aussi, les femmes, elles vont tomber dans, les fissures entre 2 services. Donc, quand la façon ici dont notre système est fait, on a les services en maltraitance et tu as la large porte d'entrée, des CLSC pour, la violence conjugale notamment et autres services. Donc, il y a des difficultés de collaboration aussi entre ces services, en ce qui concerne les situations pour mieux adresser, mieux intervenir, en fait, en ce qui concerne la violence conjugale. Il y a aussi de la particularité des milieux ruraux. Donc, on sait en fait, une récente étude de Statistique Canada là, nous disait qu'il y avait 2 fois plus de féminicides dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains. On sait aussi qu'il y a des services, qu'il y a peu de services en violence conjugale dans certains territoires ruraux. Certains sont moins accessibles ou en raison de l'éloignement aussi. Et encore moins de services d'aide là, en matière de violence conjugale. Donc, en matière de santé, services sociaux, d'accessibilité aux services, on sait en général que les milieux ruraux, ça représente un enjeu et qu'on arrive dans des services spécifiques comme la violence conjugale, c'est encore une barrière qui est assez notable. Il y a un manque de confidentialité aussi dans les petites communautés rurales. Donc, ceci, ça entraîne hein, des sentiments d'insécurité. Par exemple, on sait que les gens se connaissent. Donc, on peut très bien fréquenter le conjoint agresseur avec l'officier de police de la communauté, par exemple, dans le cadre de la partie de golf ou X activité là, locale qui est organisée. Donc, on devrait prendre part. S'il y a une maison d'hébergement, ben, sur le territoire, il y en a une. Généralement, les femmes devraient être placées là, ailleurs que dans leur communauté de proximité. Mais les personnes intervenantes aussi, il ne peut, les gens se connaissent. Donc, encore là, ça accroît ce sentiment d'insécurité que si on dévoile, on risque de se mettre en danger, voire même engendrer des listes de létalité. Il y a l'effet du boys club rural aussi. Boys Club, on a repris le terme là, notamment qui est utilisé par le professeur Delvaux. Donc, les forces policières ont moins tendance à intervenir si l'agresseur est une personne connue dans la communauté. Donc, hein, un peu cette idée de collusion. Donc, on va intervenir, mais on ne va pas nécessairement prendre en considération, est-ce qu'on va bien prendre en considération le témoignage de madame, etc., et de tout faire le protocole, etc., ou même, voire même passer là, sous silence là, certaines demandes d'aide. La consommation pardon, excessive d'alcool est imbriquée dans la culture des régions rurales, donc ça aussi qui a été documenté. Je rappelle ici qu'on sait que ce n'est pas la consommation abusive qui cause, hein, de laquelle origine la violence conjugale, mais on sait que c'est un facteur là, qui va aggraver ou qui va exacerber en fait les manifestations de la violence. La culture de l'arme à feu dans certaines régions rurales, donc, hein, qui est liée aussi avec la culture de la chasse aussi. Donc, et ça engendre la peur féminicide. Il y a des femmes interrogées, puis j'en reparlerai là, si j'ai le temps. On mène une étude là, justement pour avoir des données empiriques et cette idée de se faire menacer par une arme quand on sait qu'il y a une arme qui traîne dans le placard, etc. Donc, ça aussi, c'est documenté. On le sait que les féminicides par arme à feu sont plus légion dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains qui concernent davantage les différents types d'armes, par exemple, tout ce qui est trait au couteau, etc. Donc, après avoir fait le tour des freins au dévoilement, donc ça fait déjà plusieurs éléments évoqués, je vais prendre le reste de la conférence en, en évoquant en fait à l'inverse ce qui favorise le dévoilement ou la demande d'aide et terminer aussi sur quelques implications pratiques, mais vraiment très rapidement pour laisser place en fait à la discussion. Donc, d'après les femmes aînées, qu'est-ce qui favorise, hein? C'est si elles sont devant une personne intervenante qui fait preuve d'empathie hein, et de soutien, donc sans grande surprise. Vous me direz que c'est un peu basique, mais oui, de toute évidence, là, elles ne sont pas nécessaires, elles ne ressentent pas cette empathie et ce soutien devant toutes les personnes intervenantes qu'elles ont croisées si elles ont déjà fait des dévoilements antérieurs. Offrir des interventions basées sur la conscientisation et l'empowerment. Donc, s'assurer, croire hein, au potentiel de reprise de pouvoir par-delà l'âge, j'ai envie de dire.
Les croyances religieuses ou spirituelles, si à l'inverse, les croyances religieuses peuvent représenter des freins, dans certains cas, en fait, elles peuvent aussi, les femmes peuvent trouver là aussi la force pour trouver des ressources pour faire face à la violence qu'elles vivent et la résilience pour procéder à la demande d'aide aussi. Souvent aussi, d'après les femmes et ce qui aide au dévoilement, c'est d'avoir des groupes d'intervention ou des groupes spécifiques aux femmes aînées. Donc, ça amène l'idée du soutien entre pairs et de voir en fait là, la déresponsabilisation, hein, la conscientisation, déresponsabilisation, qu'on n'est pas la seule qui est concernée, qu'on n'est pas la seule qui a vécu ces situations. Donc, aussi, ça vient jouer sur l'estime de soi, de voir aussi que c'est un problème collectif et non pas que c'est un problème individuel. Également, d'après les personnes intervenantes, différents types de professionnels, ce qui favorise le dévoilement d'aide, ben, c'est une meilleure collaboration entre les différents services. Donc, quand il y a des ponts, différents protocoles, par exemple, mis en place entre les services en maltraitance ou les services de soutien à domicile et les professionnels, les intervenantes en violence conjugale, de faire des campagnes de publicité aussi qui font référence à la violence conjugale qui peut être vécue tout au long de la vie et non pas des images chocs, par exemple, comme on a souvent vu dans les campagnes là, en matière de violence conjugale, de jeunes femmes qui sont blessées avec des blessures encore qui nous ramènent à la violence physique. Offrir un soutien qui ne nécessite pas que les femmes quittent la relation. Donc, hein, des plans de sécurité adaptés aux femmes aînées. Encore là, comme je le disais, la plupart des femmes et des femmes aînées aussi ne souhaitent pas nécessairement quitter la relation, mais bien que la violence cesse. Et offrir, sans surprise, un meilleur financement là, pour offrir des services spécialisés aux femmes aînées et outiller davantage aussi le personnel intervenant. À cet égard-là, donc, on pourrait penser aussi à embaucher des intervenantes plus âgées ou ça pourrait être aussi des bénévoles et encourager aussi ce service-là de mentorat, de soutien pour les pairs. Quelques implications pratiques. Donc, bien sûr, nos travaux s'inscrivent dans une perspective là, anti-oppressive et intersectionnelle, c'est-à-dire donc où on prend en compte hein, l'intersection des différents systèmes de pouvoir, comme l'agisme, le racisme, le sexisme, etc., pour mieux dépister, mieux détecter les besoins des personnes victimes selon leur réalité propre et leur identité et leurs conditions de vie, etc. D'éviter de supposer que les femmes aînées qui demandent de l'aide ont besoin de soutien pour un événement récent. Donc, ça revient en fait au fait que la violence peut avoir été vécue antérieurement lorsqu'elle consulte, par exemple, là, un médecin, par exemple. Mais ça ne veut pas dire justement que la violence, elle n'a pas été vécue récemment, qu'elle n'a pas besoin d'aide là, pour ben, toute une série d'événements traumatiques là, liés à la violence qui a été vécue dans les dernières décennies. De valider donc les valeurs traditionnelles du mariage, donc hein, cette idée d'empathie, de respect, des schèmes de référence et de faire en sorte en fait d'utiliser ces schèmes aussi de référence pour mobiliser les femmes et les sensibiliser au fait qu'elles peuvent vivre de la violence conjugale. Donc, à l'idée de la conscientisation aussi à cette problématique qui, force a été de constater, reste encore méconnue dans plusieurs consciences. Et enfin, porter attention aussi au contexte dans lequel se manifestent les comportements de violence ou cas échéant de maltraitance. Donc, le contexte, on aura probablement l'occasion d'en reparler dans la discussion, est très importante justement pour détecter, repérer, s'agit-il d'un contexte de maltraitance ou davantage de relations de violence conjugale. Et à cet égard-là, donc, quand on a des actes qui se produisent dans le cadre d'une relation intime ou une relation conjugale, d'entrée de jeu, ça devrait sonner une sonnette d'alarme pour aller investiguer s'il ne s'agit pas de violence conjugale. Travailler à la conscientisation d'un plan d'intervention en matière de violence conjugale et en lien avec les rôles de genre. Donc, travailler à la conscientisation aussi, ça revient à la démystification de la problématique que j'évoquais, d'élaborer un plan centré sur les besoins des victimes. Donc, j'imagine des choses que vous connaissez pour les personnes intervenantes ici. Offrir des services accessibles, adaptés aux besoins des femmes aînées. Donc, hein, penser à adapter nos espaces physiques,
et les milieux de vie, par exemple, soutien à la médication, et cetera. Ne pas supposer de la fragilité ou de la vulnérabilité des femmes aînées, donc hein, faire attention à nos représentations liées à l'âge, hein, la petite madame fragile, et cetera. Donc, les femmes ont beaucoup plus là, de capacité d'empowerment souvent et c'est des représentations souvent agissantes qui nous animent, même quand on se fait dire ma petite madame, et cetera. Donc, favoriser la collaboration entre les différents secteurs publics et communautaires également. Pour les milieux ruraux, assurer des transports communs pour faciliter l'accès aux services. Donc, plusieurs recommandations. J'en suis certaine que plusieurs d'entre vous aussi avez développé des pratiques à cet égard-là. Donc, je termine la conférence en vous présentant en fait l'outil qui a été fait en collaboration avec le MES et qui a été lancé au mois de décembre dans le cadre de la campagne d'action des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. L'ensemble des personnes intervenantes dans le système santé services sociaux, enfin du moins dans les CCSIUS, devraient avoir reçu cette information. Cet outil aussi qui va être mis en ligne en fait seulement au mois de mars, je crois, accessible à tous. À partir de ces travaux que je vous ai présentés, on a travaillé aussi à la réalisation là, pas d'une capsule, mais d'un module de formation qui s'insère dans la grande formation ENA, donc le grand module là, que vous avez là, dans le réseau. Et c'est un module de 45 minutes qui s'insère dans cette large formation sur la violence conjugale. Et donc, spécifiquement intervenir auprès des femmes aînées. Et il y a des cas de figure, il y a des cas cliniques aussi qui sont présentés, qu'on a travaillé. Donc, questions, commentaires.